La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire Pression sur votre trésorerie, actionnez les bons leviers en partenariat avec la DFCG Pays de la Loire. Je suis Delphine Cabrol, chef de projet marketing chez Hemming et j'aurai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire se déroule dans des conditions particulières car nos intervenants sont tous à distance. Cette conférence en ligne durera une trentaine de minutes et nous profiterons des 10 dernières minutes pour répondre à vos questions à la fin. J'en profite pour vous indiquer que vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez par l'intermédiaire du module questions qui se situe en bas à droite de votre écran, et ce, pendant toute la présentation. La présentation vous sera envoyée par email à la suite du webinaire. J'ai le plaisir maintenant de vous présenter nos intervenants. Sabrina Biarrot-Serin, experte scientifique innovation chez Hemming. Bonjour Sabrina. Bonjour. Bonjour. François-Xavier Pic, fiscaliste Hemming. Bonjour François-Xavier. Bonjour à tous. Christophe Bensoussan, manager performance paye chez Hemming. Bonjour Christophe. Bonjour. Arnaud Rivière, coprésident de la DFCG Pays de la Loire. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour à tous. Thibaut Guillamet, consultant expert management de l'énergie. Bonjour Thibaut. Oui, bonjour à tous. Et Éric Noël, directeur des ventes région Ouest chez Hemming. Bonjour Éric. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose maintenant de voir ensemble l'agenda. Alors, nous commencerons par une présentation de la DFCG Bretagne Pays de la Loire, puis nous aborderons les différents leviers à actionner pour sécuriser votre trésorerie, à savoir l'innovation avec les dispositifs CIR, C2I et la fiscalité des brevets de propriété intellectuelle, l'optimisation de la paye où nous verrons les impacts du Covid-19 et les leviers à mettre en œuvre, puis pour finir, l'achat et la consommation d'énergie avec un rappel sur le contexte, les stratégies à mettre en œuvre en termes d'achat et les C2E. Je laisse la parole maintenant à Arnaud. Arnaud, c'est à vous. Oui, merci Delphine. Bonjour à tous. Donc je suis Arnaud Rivière, je suis le coprésident de la DFCG Bretagne Pays de Loire avec Jean-Philippe Frex et je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire en partenariat avec Hemming. Alors, ce que je souhaitais rapidement, c'est vous rappeler ce qu'est la DFCG. Donc c'est une association nationale composée de 3200 membres dont le but est de promouvoir trois grandes valeurs: savoir, partager, échanger et de pouvoir faire en sorte que l'ensemble des directeurs financiers et contrôleurs de gestion puissent réseauter, soit à Paris et surtout dans les 14 délégations régionales, c'est-à-dire en région. Et nous avons une grande chance, la DFCG Bretagne Pays de la Loire est la première délégation régionale au sein des régions. Nous avons 400 membres, 6 pôles d'animation qui sont situés de manière à peu près homogène sur le territoire Bretagne-Pays de Loire. Nous avons bien sûr un grand pôle à Nantes, mais aussi à Rennes. La Roche-sur-Yon suit avec Brest, qui est un pôle historique. Plus Angers-Cholet et enfin Vannes, et ce qui nous permet d'avoir un maillage territorial assez dense et de pouvoir ramener vers nous, dans le cadre d'échanges et de partage, 400 membres donc qui vont partager sur des questions techniques, qui vont se réunir aussi sur des opérations ou des visites d'entreprise, sur des visites aussi, je dirais plus conviviales. Et au sein de la DFCG Bretagne Pays de Loire, nous animons ce que nous appelons des commissions, c'est-à-dire des éléments ou des personnes qui vont s'occuper en fait de tout ce qui concerne l'emploi, la carrière, tout ce qui concerne aussi l'emploi à temps partagé avec DAF à temps partagé au management de transition, sachant que nous avons enfin deux grands événements. Déjà notre Assemblée Générale qui nous permet de nous rencontrer au niveau régional tous les ans, et en fait notre trophée DFCG Bretagne Pays de Loire organisé tous les ans en novembre et qui met en fait à l'honneur un DAF ou des DAF qui ont eu des parcours particulièrement saisissants. Voilà pour cette présentation et tout de suite, je laisse la parole à nos intervenants. Merci Arnaud pour cette présentation. Je laisse maintenant la parole à Sabrina. Sabrina, c'est à toi. Merci Delphine. Alors, parmi les leviers innovants, on va s'intéresser tout d'abord au dispositif du crédit d'impôt recherche, crédit impôt innovation.
Donc, juste pour rappel, hein, le crédit d'impôt recherche, c'est le principal dispositif fiscal qui a été mis en place pour soutenir les activités de recherche et développement des entreprises. Il les aide en effet à supporter leurs coûts de R&D et à renforcer leur compétitivité. Donc, le crédit d'impôt innovation, quant à lui, a été instauré en 2013 comme une extension du crédit d'impôt recherche. Et ce dispositif fiscal a été instauré pour renforcer et soutenir la compétitivité des PME innovantes en France qui ne font pas forcément de la recherche et développement. Alors, quelles sont les différences entre ces deux dispositifs ? Et tout d'abord, quelles sont les opérations éligibles au titre du CIR ou du C2I ? Donc, une opération de recherche éligible au titre du CIR se caractérise par la levée d'un verrou technique ou scientifique pour lequel vous devez démontrer qu'aucune solution applicable n'existe dans l'état des techniques existantes, ce qu'on appelle communément l'état de l'art. Une opération d'innovation éligible au titre du C2I se caractérise quant à elle donc, par la nouveauté d'un produit qui n'a pas encore été mis à disposition sur le marché et qui va se distinguer des produits qui existent sur ce même marché sur le plan technique, de l'éco-conception, de l'ergonomie ou de par ses fonctionnalités. Donc, si on fait une analyse comparative de ces deux dispositifs, vous voyez bien que pour le CIR, il n'y a pas de limitation de taille dans les entreprises pouvant prétendre au dispositif, tandis que pour le C2I, donc seules les PME au sens communautaire peuvent y prétendre. Donc, juste pour rappel, PME au sens communautaire veut dire donc moins de 250 salariés, un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un bilan inférieur à 43 millions d'euros. Donc, les activités éligibles au titre du CIR doivent relever de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée ou du développement expérimental. Les activités éligibles au titre du C2I correspondent quant à elles à des opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes, donc de biens corporels ou incorporels qui sont, j'insiste, nouveaux sur le marché. Le taux du CIR est de 30% sans plafond, tandis que le taux du C2I est de 20% avec une limitation à 400 000 euros des dépenses valorisables, soit un montant de crédit d'impôt maximal de 80 000 euros. Je veux bien que tu changes, Delphine, s'il te plaît. Merci. Donc, pour rappel, quand même, le crédit d'impôt recherche, c'est un dispositif déclaratif dont le coût annuel est évalué à plus de 6 milliards d'euros. En 2019, le crédit d'impôt innovation représentait quant à lui une dépense de 166 millions d'euros. Dès lors, il est aisément compréhensible que ces deux dispositifs fassent l'objet d'un contrôle rigoureux et de plus en plus pointu par les services vérificateurs. Alors, du coup, comment les sécuriser ? Eh bien, pour le crédit d'impôt recherche, il est nécessaire que vous anticipiez les questions qui vous seront posées en cas de contrôle fiscal ou d'expertise par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, que j'appellerai donc le MESRI. Et ces questions seront, les opérations que vous avez valorisées sont-elles bien éligibles au titre du CIR et est-ce que vous êtes capable de le démontrer d'un point de vue scientifique? Alors, comment fait-on? Eh bien, au travers des 3 piliers suivants. Premièrement, il faut que vous ayez eu au préalable une méthodologie de sélection rigoureuse des opérations de R&D que vous avez valorisées en s'appuyant sur les 5 critères d'éligibilité qui sont, pour rappel, donc l'incertitude, la créativité, la nouveauté, la systématicité et la transférabilité, reproductibilité. Deuxièmement, vous devez être capable de justifier d'un point de vue scientifique l'éligibilité des opérations de recherche que vous avez valorisées en renseignant pour chacune de ces opérations la trame qui est proposée et fortement recommandée par le MESRI. Et troisièmement, il faut que vous ayez capitalisé sur tous les éléments qui vous permettront de justifier ces dépenses valorisées. Donc, ça va être par exemple la qualification du personnel que vous avez retenu, l'origine des temps passés en R&D que vous avez valorisé. Concernant la sous-traitance, ça va être les contrats, factures, rapports, etc. Concernant le dispositif du crédit impôt innovation, ces 3 piliers sont premièrement l'identification du marché de référence. Donc, ça veut dire que vous avez identifié les entreprises concurrentes et donc le marché de référence.
Deuxièmement, vous devez avoir démontré que le prototype ou l'installation pilote du nouveau produit que vous avez développé présente bien des performances supérieures que vous avez mesurées et que ces performances donc, sont supérieures par rapport aux produits qui sont commercialisés par les concurrents, donc ce qui constituait le marché de référence, et ce, à la date de début des travaux. Et troisièmement, comme pour le dispositif du crédit d'impôt recherche, en ayant tous les éléments permettant de justifier les dépenses que vous avez valorisées. Donc en conclusion, je vous invite à mettre en place dès le début des travaux une procédure de suivi et de collecte des informations dans un souci de conservation des informations. Alors, une récente évaluation du dispositif du C2I par l'INSEE sur la période 2009-2016 a montré son impact positif sur les PME bénéficiaires. En effet, le C2I donc, permet un meilleur développement économique global en termes d'emploi et de chiffre d'affaires. Et le C2I aussi est une incitation à proposer des produits supplémentaires originaux sur le marché. Pourtant, il existe encore des freins pour les sociétés à opter au titre du C2I. Alors, quels sont-ils? Même si les dispositifs crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation sont censés être complémentaires, la délimitation entre les deux est encore perçue comme incertaine et confuse pour les entreprises. La peur du contrôle fiscal est également un frein à la déclaration du C2I. Et puis, le gouvernement souhaitant évaluer l'efficacité du dispositif, il l'a borné jusqu'au 31 décembre 2022 dans le cadre de la loi de finances 2020. Donc, sa pérennité, forcément, questionne encore les entreprises. Si vous arrivez, non, tu peux revenir encore avant, Delphine, merci. Si vous arrivez à démontrer l'atteinte des performances supérieures par votre nouveau produit sur la base des résultats des tests que vous aurez menés sur le prototype, je vous rassure, tout se passera bien. Alors surtout, capitalisez sur les études de marché, sur les activités menées, les variables quantitatives mesurées et n'oubliez pas surtout que le prototype ne doit pas être vendu. Car au sens du C2I, un prototype n'est pas destiné à être mis sur le marché. Je veux bien, Delphine, merci. Donc, à titre d'exemple, je vous propose 3 typologies de projets pour illustrer les propos précédents. Donc, le premier projet, il consiste à mener des recherches sur le comportement, la démographie et la reproduction de ravageurs afin de développer un schéma prédictif qui soit compatible avec l'agriculture biologique. Donc, si les 5 critères sont bien respectés, tout donne lieu de penser que ce projet sera éligible au titre du crédit d'impôt recherche. En effet, l'objectif du projet laisse présager notamment une démarche scientifique rigoureuse et une amélioration de connaissances scientifiques. Le deuxième projet, quant à lui, consiste à développer un dispositif médical et plus particulièrement un nébuliseur buccal qui soit ergonomique à destination de jeunes patients atteints de mucoviscidose. Dans le cadre de ce projet, on cherche bien à développer un nouveau produit et si on est capable de démontrer que les performances donc ergonomiques du prototype de nébuliseur sont bien supérieures à celles des nébuliseurs du marché de référence, tout donne lieu de penser que ce projet sera éligible au titre du C2I. Enfin, le troisième projet, qui est un peu contrasté, on va dire, par rapport aux autres, il vise quant à lui à adapter une méthode qui est bien connue, une méthode d'élution en HPLC, pour pouvoir purifier un nouvel actif qui appartient également à une famille de molécules connues. Donc, pour ce projet, a priori, aucune amélioration de connaissance ou d'incertitude ne laisse présager d'une éligibilité au titre du CIR. En effet, une technique connue, donc l'élution par HPLC, est mise en œuvre pour purifier un actif d'une famille connue. Donc, l'amélioration de connaissance semble donc relativement faible, si ce n'est inexistante. Voilà. Delphine, je te laisse passer à la slide. J'arrive tout de suite. Eh bien, merci beaucoup Sabrina pour ces explications. Néanmoins, là maintenant, nous allons passer plutôt à la procédure de déclaration du CIR 2020 et je laisse la parole à François-Xavier. Merci Delphine. Alors donc en effet, une fois qu'on a identifié votre crédit d'impôt recherche et votre crédit d'impôt innovation que vous allez pouvoir déclarer, il va falloir suivre la procédure de déclaration qui est un peu particulière en 2020.
Donc la déclaration se fait par le biais du formulaire 2069A qui est systématiquement joint à la déclaration de solde d'impôt sur les sociétés, donc le formulaire 2572. Pour l'exercice 2020, pour les sociétés qui ont un exercice fiscal qui correspond avec l'année civile, le délai en raison de la crise sanitaire qui est normalement au 15 mai a été reporté au 30 juin. Donc les sociétés qui ont un exercice fiscal correspondant avec l'année civile vont pouvoir déclarer leur crédit d'impôt recherche jusqu'au 30 juin 2020. Pour les sociétés en exercice décalé, le délai n'a pas été changé et elles devront toujours en même temps que le formulaire 2572 déposer leur formulaire 2069A avec le solde de l'impôt sur les sociétés avant le 15e jour du 4e mois suivant la clôture de leur exercice. La petite particularité pour 2020, c'est que la télédéclaration est obligatoire, donc c'est la première année que c'est obligatoire, en utilisant la procédure EDI-TDFC. La loi de finances 2020 a prévu pour les entreprises qui engagent entre 10 et 100 millions d'euros de dépenses de recherche, donc qui ont une assiette de crédit d'impôt recherche comprise entre 10 et 100 millions d'euros de dépenses de recherche, que ces sociétés devront remplir un formulaire supplémentaire dans lequel il sera indiqué le nombre de jeunes docteurs qui sont valorisés au titre du crédit d'impôt recherche. En effet, les jeunes docteurs sont valorisés pour le double de leur montant dans le crédit d'impôt recherche et cette mesure a pour objet d'identifier l'impact du crédit d'impôt recherche sur l'embauche des jeunes docteurs, puisque, comme le disait Sabrina, le crédit d'impôt recherche, mais aussi le crédit d'impôt innovation sont en quelque sorte en train d'être évalués pour voir leur efficacité sur les dépenses de recherche des entreprises. Donc effectivement, certaines particularités cette année sont liées à la situation sanitaire. Le principal point qui a été permis aux entreprises pour augmenter leur trésorerie pendant cette période particulière est que les entreprises qui ont une créance de crédit d'impôt recherche restituable en 2020, et seulement ces sociétés-là, peuvent demander le remboursement de leur créance de crédit d'impôt recherche de manière anticipée, c'est-à-dire avant le dépôt de leur liasse fiscale. Donc pour cela, elles doivent quand même avoir clôturé leur exercice. Et une fois que l'exercice est clôturé, elles vont pouvoir, à l'aide du formulaire 2573, donc le formulaire de demande de remboursement du crédit d'impôt recherche, demander le remboursement du crédit d'impôt recherche, donc remboursable en 2020, avant même le dépôt de leur liasse fiscale. Il faudra joindre à ce formulaire, le formulaire 2572 de relevé de solde d'impôt sur les sociétés pour effectivement justifier que la société a bien une créance de crédit d'impôt recherche remboursable et qu'elle n'a pas pu l'imputer sur son impôt sur les sociétés. Ne sont donc concernés par cette mesure transitoire que les sociétés qui ont une créance restituable en 2020, donc les PME, donc les sociétés qui engagent moins de 250 salariés et qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, ces sociétés qui ont le statut de PME au sens communautaire peuvent se faire rembourser immédiatement leur créance de crédit d'impôt recherche. Leur créance de crédit d'impôt recherche 2020 est donc remboursable. Elles peuvent en demander le remboursement de manière anticipée. Et également, les sociétés qui ne sont pas PME, qui n'ont pas pu imputer pendant 3 impôts sur les sociétés leur créance de crédit d'impôt recherche, qui donc devient restituable en 2020, ces sociétés peuvent également demander le remboursement de leur crédit d'impôt recherche. Toutes les autres sociétés qui ne peuvent pas demander le remboursement en 2020 ne sont pas concernées par cette mesure. On peut passer à la slide suivante, Delphine. Oui. Hop. Donc effectivement, une fois qu'on a déclaré sa créance de crédit d'impôt recherche, que faire de sa créance de CIR pour augmenter ses liquidités alors même que la créance n'est pas forcément remboursable. Donc le principe, effectivement, est qu'une société qui déclare son crédit d'impôt recherche va l'imputer sur son impôt sur les sociétés. Si la société a un crédit d'impôt recherche supérieur à son impôt sur les sociétés, la différence va constituer une créance d'impôt sur donc le trésor que la société va reporter sur son impôt sur les sociétés suivant et sur les 2 suivants. Donc elle va imputer son crédit d'impôt recherche sur 4 impôts sur les sociétés. Si à l'issue de cette période, la créance de crédit d'impôt recherche n'a toujours pas été imputée, elle pourra en demander le remboursement. Donc ça, c'est le principe. Pour certaines sociétés, donc les PME au sens communautaire, donc pour rappel, donc les sociétés qui engagent moins de 250 salariés et qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, ces sociétés ont une créance de crédit d'impôt recherche qui va pouvoir
après donc non-imputation sur leur IS, elles vont pouvoir demander le remboursement immédiat de leur créance de crédit d'impôt recherche. Pour une société donc qui n'est pas concernée par le remboursement immédiat et qui veut pourtant augmenter ses liquidités, notamment en cette période de crise. Ces sociétés peuvent opter pour différentes mesures qui sont proposées par certains établissements de crédit. Donc, il y a le préfinancement du crédit d'impôt recherche et la mobilisation de créances auprès d'un établissement bancaire. Donc, le préfinancement du crédit d'impôt recherche, la société va se rapprocher d'un établissement bancaire, donc à titre d'exemple la BPI, qui propose le préfinancement du crédit d'impôt recherche. Et donc c'est une procédure qui est faite avant même le dépôt du crédit d'impôt recherche. Donc la société va justifier qu'elle engage tel montant de dépenses de recherche et qu'elle aura donc un montant correspondant de crédit d'impôt recherche. Et donc un audit, la société, l'établissement bancaire va procéder à un audit et si il considère que le montant de crédit d'impôt recherche est suffisamment justifié, elle va pouvoir préfinancer les travaux de recherche de la société. La créance de crédit d'impôt recherche sera ensuite transférée à l'établissement bancaire une fois qu'elle sera remboursable. Également, pour les sociétés qui ont déjà déposé leur crédit d'impôt recherche et qui disposent donc d'une créance de crédit d'impôt recherche sur le Trésor, elles vont pouvoir mobiliser cette créance auprès d'un établissement bancaire. Donc là, c'est pareil, elles vont se rapprocher de leur établissement bancaire qui propose cette mobilisation de créance. L'établissement bancaire va procéder à un audit et si l'établissement bancaire considère que le crédit d'impôt recherche est justifié et qu'il ne sera pas sujet à remise en cause en cas de contrôle fiscal, l'établissement bancaire va acquérir la créance de crédit d'impôt recherche et la créance du Trésor sera donc par la suite remboursée directement à l'établissement bancaire. Donc, voilà. Enfin, alors c'est un autre régime. On a voulu également vous présenter ce nouveau dispositif qui est nouveau depuis 2019. Donc c'est la loi de finances 2019 qui prévoit un nouveau régime d'imposition des actifs de propriété intellectuelle. Donc l'ancien dispositif de taxation des revenus de propriété intellectuelle consistait à imposer à 15% de manière indifférenciée tous les revenus éligibles de propriété intellectuelle. Depuis le 1er janvier 2019, il y a un nouveau dispositif qui va imposer à 10% les actifs éligibles, enfin les revenus issus d'actifs éligibles. Donc on pourrait croire que c'est un dispositif plus avantageux. Cependant, l'avantage fiscal est désormais lié aux dépenses de recherche engagées par l'entité française sur le territoire français. Donc il y a une méthode de calcul. Je veux bien que tu reviennes un peu avant, Delphine. Ouais. On va donc du coup calculer les revenus de propriété intellectuelle et sur ces revenus de propriété intellectuelle, on va appliquer ce qu'on appelle le ratio Nexus, donc un ratio à ces revenus, et on va imposer à 10% la part de ces revenus qui est liée à des travaux de recherche menés sur le territoire français. Sont donc éligibles les revenus, donc les redevances de concession ou de sous-concession de brevets et les plus-values de cession. Donc lorsqu'on cède un brevet, les plus-values sont également concernées par ce dispositif. Donc effectivement, le champ d'application de ce dispositif est élargi par rapport au dispositif antérieur. Donc les revenus, les actifs, donc les revenus d'actifs qui sont concernés par ce dispositif sont effectivement les revenus donc tirés de brevets, également les procédés de fabrication industrielle, donc qui sont souvent liés au brevet lorsque une société qui dispose de revenus de brevet, donc d'un brevet auquel est accolé un procédé de fabrication, les revenus issus des brevets et du procédé de fabrication seront éligibles à ce nouveau dispositif de la patent box. Sont également éligibles les revenus issus des certificats d'obtention végétale, également les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par INPI. Donc là, ce sont uniquement les PME au sens communautaire qui sont concernés sous condition. Et également, et c'est la nouveauté, les revenus de logiciels protégés par droit d'auteur sont concernés. Également, donc tous les revenus issus de logiciels protégés par droit d'auteur vont pouvoir être imposés à 10% sous réserve qu'ils soient issus de dépenses de recherche engagées
par les entités françaises. Donc les types de revenus qui sont éligibles sont les redevances de concession ou de sous-concession, donc de tous les actifs éligibles, et les plus-values de cession également. Donc tous ces types de revenus qui sont issus des actifs que nous avons vus à la slide précédente vont pouvoir être taxés au taux préférentiel de 10% dès lors qu'ils sont issus de dépenses de recherche engagées sur le territoire français. Merci François-Xavier pour ces informations très intéressantes. Je laisse maintenant la parole à Christophe qui va nous parler de la possibilité de réaliser des économies et de générer de la trésorerie au niveau de l'optimisation de la paye. Christophe, c'est à toi. Oui. Donc effectivement, je rappelle la situation des entreprises ces derniers mois suite à la crise du Covid-19. On a d'une part une baisse d'activité ou de chiffre d'affaires liée au confinement, plus des questions ressources humaines liées à la gestion des absences, à la gestion nouvelle ou en tout cas le développement du télétravail. Et puis, en ce qui concerne la paye et les charges sociales, et bien sûr les charges sociales, suivant les secteurs d'activité, vous avez connu des reports de cotisations, donc des absences de versement de vos cotisations mensuelles, soit automatiques, soit depuis le mois de juin, en remplissant un formulaire sur l'espace de l'URSSAF, ou des suppressions de charges sociales dans certains secteurs d'activité particulièrement touchés, car fermés par mesures administratives. Ça, c'est en termes de cotisation. Et ça s'arrête, en tout cas pour l'essentiel des entreprises françaises. À partir de juin-juillet, il va y avoir à nouveau le paiement des cotisations mensuelles assises sur vos salaires. En termes de paye, vous avez connu également la mise en place des dispositifs d'activité partielle et les évolutions au jour le jour concernant vos salariés, vos contrats aidés, contrats de professionnalisation, apprentis, la détermination des taux horaires à prendre en compte pour les heures d'activité partielle. Est-ce qu'il fallait prendre des heures supplémentaires ou pas? Comment calculer ce taux horaire pour un salarié au forfait? Donc, des mesures gouvernementales très complexes qui induisent des conséquences en termes de cotisation et de charges pour votre entreprise. De manière générale, on voit que les cotisations sociales en France pèsent sur 59% de vos bénéfices. Donc, effectivement, le bon moment aujourd'hui, c'est maintenant qu'il va y avoir des cotisations à nouveau à devoir verser sur vos salaires, eh bien, c'est de payer le juste montant de charges sociales et obtenir le maximum d'exonération de charges. Donc, si on voit les différents axes sur lesquels on peut effectivement travailler, donc vous connaissez globalement ces différents sujets de charges, exonération de charges, taxes fiscales et parafiscales, mais il faut savoir que dans chaque sujet de charges ou exonération de charges, si je prends le premier, les exonérations de charges, les réductions générales de cotisations, il y a des motifs d'optimisation et d'économie qui sont nombreux et qui sont nouveaux ces dernières années, et notamment l'année dernière et depuis ce début d'année 2020, qui allient une analyse paye, une analyse droit du travail, notamment du temps de travail de vos salariés, pour vous permettre d'avoir le maximum d'exonération de charges, et notamment les sujets d'optimisation sur cette réduction générale de cotisation. Pour 80% d'entre eux, en termes de montant, il faut savoir qu'ils n'existaient pas il y a 2 ou 3 ans. Donc, c'est effectivement important de le regarder aujourd'hui. Bien sûr, le chapitre sur la gestion en paye de l'absence maladie est important et prend d'autant plus de relief aujourd'hui avec la crise du Covid-19, que cela soit les absences maladie ou d'ailleurs les absences pour garde d'enfants qui suivent le même régime. Il est important de regarder également l'ensemble des éléments de primes et de rémunération qui est constitué pour vos salariés sur le brut de vos salariés, puisque on peut regarder notamment les possibilités d'exonération réelles
différentes primes, primes de panier, primes transport, primes de mobilité, qui prennent d'autant plus de relief aujourd'hui avec la crise du Covid-19. Les contrats aidés, j'en ai parlé, et le dernier chapitre sur des sujets d'actualité 2020, le versement mobilité qui s'appelait le versement transport a évolué au 1er janvier 2020 et prend d'autant plus d'importance puisqu'il y a une double analyse à faire des lieux de travail de vos salariés pour voir si vous devez payer ou pas ce versement mobilité. Et puis, j'ai parlé également du Covid-19 et du télétravail. Eh bien, effectivement, par rapport au télétravail, il peut être intéressant de voir si l'ensemble de vos salariés concernés doit payer ou pas, en tout cas votre entreprise, ce versement mobilité. Le dernier point, la taxe handicapée. La taxe handicapée également est réformée cette année en 2020, et notamment pour les entreprises qui auparavant faisaient une déclaration établissement par établissement. En 2020, eh bien, la déclaration devra se faire non plus par établissement, mais par société. Et donc, ça peut supposer une forte augmentation de la contribution que vous aurez à verser l'année prochaine, en mai ou juin 2021. Donc, l'audit de cette contribution AGEFIP est d'autant plus important, car si on vous fait faire des économies sur ce sujet, où il y a plein d'axes d'optimisation, complémentaires d'ailleurs aux politiques handicap que vous faites en termes de ressources humaines, eh bien, sur la période de prescription, on peut revenir sur 5 ans, on peut vous faire des économies donc sur les années 2015 à 2019 et ainsi baisser l'assiette de 2019 et indirectement baisser également la contribution que vous aurez à verser l'année prochaine au titre de votre déclaration 2020. Les principaux sujets que l'on trouve d'économie en 2019 pour le juste paiement des cotisations et des exonérations de cotisations, eh bien, il s'agit en majorité de la réduction générale de cotisations pour 36% des économies que l'on peut faire aux entreprises. Il y a également, on vient de le voir, le versement mobilité qui prend d'autant plus d'actualité aujourd'hui, 25%. Des économies sont au titre de ce type de cotisation, de charge. Et puis, pour les plus importantes, on a également la contribution AGEFIP, les autres pistes, et puis les primes et éléments de rémunération à niveau équivalent. Donc, vous voyez que chaque sujet de charge et d'optimisation doit être regardé de près, puisque ça peut vous permettre de faire des économies significatives et de faire le plein potentiel, en tout cas, des économies, et puis en même temps, aujourd'hui, avec la crise du Covid-19, de corriger certains risques éventuels que vous auriez eu ces derniers mois avec la crise du Covid et l'allocation activité partielle, puisque dans ces derniers mois, on sait que la priorité pour votre entreprise a été de sortir les payes. Aujourd'hui, la priorité peut être de réaliser des économies et en même temps de corriger des risques qui seraient survenus ces derniers mois. J'ai pris un exemple ensuite d'un secteur qui est le secteur de la grande distribution, une entreprise qui parlait de l'expérience qu'elle avait eue d'audit de ses charges sociales et notamment d'une entreprise qui rentrait en contrôle URSSAF. Donc le secteur de la grande distribution est représentatif de l'ensemble des secteurs d'activité, notamment par rapport au niveau de rémunération et aux heures travaillées par les salariés dans ce secteur d'activité. On voit que cette entreprise de 50 000 salariés avec différents établissements en France, eh bien, en auditant la paye et ses cotisations, on lui a permis de faire 10 millions d'économies sur ses cotisations, avec une partie au titre de remboursement de cotisations sur le passé, puisqu'au niveau URSSAF, on peut revenir sur les 36 derniers mois, date à date. Donc aujourd'hui, par exemple, on peut revenir sur la période juin 2017 à aujourd'hui. Et puis ensuite, pour cette même entreprise, on a dégagé 1 million d'économies pérennes et récurrentes, c'est-à-dire que chaque mois
que la paye tournait et que les cotisations étaient versées, eh bien, il y avait moins de cotisations par l'entreprise à verser à cet audit. Merci Christophe pour ces informations. Je laisse maintenant la parole à Thibaut qui va nous parler d'énergie et pour comment vous aider à maîtriser votre budget. Thibaut, c'est à toi. Merci Delphine, bonjour à tous. Donc en effet, pour réduire rapidement ces charges, une autre piste d'optimisation est la maîtrise du budget lié à la consommation d'énergie. Donc sur la slide suivante, on va voir ce que nous on considère eh bien les cinq parties qui composent votre budget de l'énergie. Donc c'est tout d'abord la fourniture. La fourniture, c'est finalement la partie électrons et mètres cubes de gaz naturel, vraiment la partie consommation, ce que vous allez consommer. On a ensuite la maîtrise de la facturation, donc qui sont plus les coûts annexes, notamment de la fiscalité de l'énergie, les contrats d'acheminement. En troisième partie, on a la production, la possibilité d'autoproduire de l'électricité sur son site. Ensuite, on a la maîtrise des financements, donc comment trouver des financements pour optimiser sa consommation d'énergie. Et le cinquième point est également lié, c'est justement tout ce qui va toucher à la consommation énergétique, notamment l'efficacité énergétique. On va se concentrer aujourd'hui sur la fourniture, les financements et la consommation d'énergie. Mais évidemment, tous les autres sujets restent ouverts aux questions dans la dernière partie. Donc, premièrement, l'électricité, pour les consommateurs d'électricité, il est intéressant de voir qu'en ce moment, et notamment depuis eh bien, les derniers mois avec la crise du Covid, les prix de l'électricité ont nettement baissé. Ils étaient, il y a quelques semaines encore, au plus bas depuis 2 ans, à un coût d'environ 37 €. Ils sont depuis remontés d'environ 9 € du mégawattheure. Donc ça, c'est dû évidemment à la reprise économique. C'est dû également à la disponibilité des centrales nucléaires qui, EDF a annoncé que les prochains mois, il y allait avoir, enfin plutôt pour l'hiver prochain, il y allait avoir une baisse de production. Donc qui dit baisse de production d'électricité, ça a un effet levier, les prix vont remonter. Mais néanmoins, nous restons sur des prix qui sont relativement bas. Il est donc intéressant aujourd'hui de s'intéresser justement à ces marchés et être à l'écoute pour être en capacité de saisir une opportunité. Et je fais le lien avec la slide suivante qui est le gaz naturel. À l'inverse de l'électricité, on est toujours sur des prix qui sont en gaz naturel extrêmement bas. Donc pour les entreprises qui consomment du gaz naturel, notamment les industriels, entre autres de l'agroalimentaire par exemple, eh bien il est extrêmement intéressant en ce moment de s'intéresser à ces contrats de gaz naturel et de savoir si justement il y a des opportunités eh bien, de fixer les prix actuels pour une période qui peut aller jusqu'à 3 ans. Donc voilà, l'intérêt c'est vraiment d'essayer de s'intéresser à ces marchés. Et en ce moment, on a des opportunités prix voilà, qui permettent de s'engager avec les prix actuels sur les prochaines années. L'idée n'est pas de tout fixer jusqu'à 2023, mais en tout cas de mettre en place une certaine stratégie d'achat et de ne pas être passif et de renouveler simplement à la fin de son contrat, mais d'essayer d'anticiper la fin, les échéances contractuelles sur les énergies. Donc ça, c'était la première partie, on va dire vraiment plutôt liée au prix de l'énergie. L'autre manière d'optimiser son budget énergie, c'est de s'intéresser réellement à sa consommation d'énergie et donc chercher à la diminuer par l'optimisation de l'utilisation de ces équipements énergivores ou par l'installation d'équipements plus performants. Et quand on parle d'installation d'équipements plus performants, il y a un mécanisme, il y en a plusieurs, mais le mécanisme aujourd'hui qui permet vraiment d'obtenir des financements importants pour changer ces équipements, c'est le mécanisme des C2E. Aujourd'hui, comme vous le voyez sur ce graphique, la valeur du C2E qui dépend, comme tous les marchés, d'une demande et d'une production, d'une offre et d'une demande, eh bien vous le voyez que les prix depuis mi-2019 n'ont jamais été aussi élevés. Ça veut dire que les aides au financement des travaux n'ont jamais été aussi élevées depuis mi-2019 par rapport à tout le mécanisme qui a aujourd'hui déjà plus de 10 ans. C'est un mécanisme en plus qui est pérenne, donc
il est intéressant, je reste juste sur la slide là, il est intéressant de s'y intéresser justement rapidement, mais c'est un mécanisme qui devrait perdurer au moins jusqu'à 2025. L'important, c'est de noter que jusqu'à 100% des travaux peuvent être subventionnés, sur ces travaux et sur de nombreux équipements, notamment, on le voit ici sur cette slide, eh bien, la production de froid, la production de chaud, l'air comprimé. Donc là, nous avons quelques exemples sur un site industriel. On a, j'ai envie de dire presque relativement simplement, 34 opérations qui peuvent être financées grâce au mécanisme des C2E. Et pour n'en citer que quelques-uns, tout ce qui va toucher à la récupération de chaleur, par exemple sur un groupe de production de froid, permet aujourd'hui d'être subventionné à 100% via le mécanisme des C2E. Donc, on a un double effet de, finalement, en termes de CAPEX, j'ai peu à sortir parce que les travaux sont pris en charge par le mécanisme des C2E. Et évidemment, l'intérêt derrière, c'est de diminuer la consommation d'énergie pour conserver le même confort ou la même production. Donc finalement, je fais des gains sur mon budget énergie sans avoir à débourser, en tout cas en déboursant une somme plutôt faible. Donc voilà sur quelques exemples. Alors, il y en a d'autres, hein. Je ne vais pas passer en revue, mais globalement, qu'on soit sur un site tertiaire, sur un site industriel ou même dans le résidentiel, hein, si aujourd'hui il y a des entreprises, notamment par exemple des bailleurs sociaux qui travaillent dans le résidentiel, et bien savoir que énormément de travaux qui ont trait aujourd'hui à l'amélioration ou à la diminution de la consommation d'énergie peuvent être subventionnés en partie par le mécanisme des C2E. Voilà, pour terminer, je dirais qu'il y a également d'autres mécanismes, notamment le fonds chaleur et les aides de l'ADEME, qui peuvent permettre justement, comme les C2E, eh bien de diminuer son CAPEX sur les travaux. En énergie, du coup, la synthèse des leviers pour générer du cash, en tout cas, pour vraiment essayer de travailler sur ce budget-là assez efficacement et assez rapidement, c'est profiter des niveaux de prix actuels en gaz et en électricité pour anticiper ces couvertures jusqu'à 2023, donc mettre en place dès aujourd'hui une stratégie d'achat pour diminuer au maximum le coût des énergies et remplacer ces équipements énergivores par des équipements moins consommateurs et notamment en faisant appel au mécanisme des certificats d'économie d'énergie. Merci beaucoup Thibaut pour ces explications en termes d'énergie. Je laisse maintenant la parole à Eric qui va vous parler de la possibilité de générer du cash dans un contexte de crise. Eric, je te laisse la parole. Merci Delphine. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Eric Noël, je suis directeur régional d'EMING pour la région Ouest. Juste pour votre information, donc notre direction régionale est basée à Rennes et couvre notamment les régions Bretagne et Pays de Loire. Donc nous serons très contents de vous voir prochainement à la suite de ce webinaire. Tout d'abord également, je souhaitais personnellement vous remercier pour votre présence à ce webinaire et j'espère que les éléments présentés répondent à vos attentes et on aura l'occasion aussi tout à l'heure lors des questions et même après ce webinaire à aller plus en profondeur sur les sujets. Et comme le disait Delphine, oui, tu peux passer au slide d'après, Delphine. Nous souhaitons profiter de cet événement pour vous présenter une nouvelle approche qu'EMING vient de mettre en place qui va permettre et vous permettre, je l'espère, de bénéficier et d'avoir une vision complète des principales pistes d'optimisation qui existent aujourd'hui dans le cadre du Covid-19. On en a évoqué certaines lors de ce webinaire, mais il en existe d'autres, et surtout de pouvoir générer du cash rapidement dans ce contexte difficile du Covid-19. C'est vrai qu'on a eu nombreuses entreprises qui nous ont sollicité dernièrement pour justement répondre à cette crise et surtout aux conséquences qu'elles entraînent. On l'a déjà évoqué ensemble tout à l'heure sur l'arrêt total ou partiel de l'activité, le recours au chômage partiel et également, bien évidemment, et c'en est la conséquence, la mise en danger de votre trésorerie. Et ils nous l'ont expliqué, nos différentes entreprises qu'on a vues dernièrement, c'est que ça les oblige à engager des réflexions sur la relance de l'activité, mais également et surtout sur l'optimisation des charges. Et c'est vraiment sur ce dernier point, sur l'optimisation des charges, que notre approche va prendre tout son sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, et nous en sommes convaincus, la crise génère d'abord des risques qu'il vous faut connaître et maîtriser, mais également des opportunités
vous convient d'identifier et de transformer. Et pour y arriver, et fort aussi de l'expérience d'Heming, depuis plus de 30 ans dans l'amélioration de la performance des entreprises. Ce que nous avons fait, nous avons mutualisé l'ensemble de nos expertises afin de vous faire bénéficier d'un diagnostic rapide et efficace. Tu peux revenir juste avant, Delphine, s'il te plaît. Oui, super. Et comme je disais, donc, vous permettre d'avoir un diagnostic rapide et efficace sur l'ensemble de vos postes de charge. Donc, que ce soit sur les thématiques des achats, des ressources humaines, la fiscalité, de l'innovation. Et le but, je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment aussi l'intérêt de cette démarche, c'est de vous permettre d'avoir une vision à 360 degrés des principales pistes d'optimisation et vous aider à les mettre en place rapidement. Tu peux passer juste après, Delphine, s'il te plaît. Donc concrètement, quelle est la méthodologie pour arriver à ce diagnostic? Il se fait en 3 étapes. Tout d'abord, la première, c'est vraiment ce qui va concerner ce diagnostic flash. L'idée, c'est en l'espace de 2 semaines, nous établissons une cartographie de vos enjeux et opportunités à saisir. Et pour y parvenir, les besoins documentaires et ressources nécessaires sont déjà clairement définis, la mission. Mais l'idée, elle est simple, c'est de vous demander un minimum d'informations qui vont nous permettre d'avoir une bonne vision macro des différents enjeux à lever. Et justement, à l'issue de cette première étape, nous détaillons notre analyse et nous approfondissons les pistes d'économie détectées dans le but de réaliser un chiffrage. Et ce chiffrage va vous permettre d'évaluer les objectifs et de prioriser les actions. À la suite de ce chiffrage, et après votre accord, nous allons plus loin ensemble. L'idée, c'est justement de pouvoir vous accompagner à la mise en œuvre de ces économies, aussi, bien évidemment, de faire les démarches aussi bien internes qu'auprès de l'administration pour pouvoir matérialiser ces économies. Et l'objectif, et surtout par rapport à la période que l'on est actuellement, c'est de pouvoir réaliser ces économies sur l'année en cours. Et là, on a encore la fenêtre de tir pour pouvoir le faire. Et pour garantir le succès de cette mission, l'idée, c'est de pouvoir vous faire bénéficier d'une équipe pilote qui aura accès aux 300 experts dont bénéficie Heming aujourd'hui sur les différentes thématiques et spécialités et les différents domaines d'activité. C'est également une capacité à mobiliser les forces en moins d'une semaine. L'idée, c'est d'aller vite, je le répète, c'est d'être efficace et pragmatique. Bien évidemment, aussi, nous disposons d'un outil sécurisé pour pouvoir transférer et collecter les maximums d'informations. Et c'est aussi un élément fort de notre mission. Et pour ceux qui ont déjà travaillé avec nous, c'est notre système de rémunération. On se rémunère au résultat. Donc, c'est un véritable engagement de notre part. Et la rémunération est financée par rapport aux enjeux qui sont dégagés. Donc voilà, l'idée c'était de vous présenter cette nouvelle approche. Elle est toute récente chez Heming. Elle répond et elle correspond véritablement aux demandes des entreprises actuelles. Donc là, l'idée c'était de vous faire une première présentation mais très rapide de cette approche. Bien évidemment, on reste à votre entière disposition pour échanger à la suite de ce webinaire. On vous transmettra des éléments plus détaillés sur cette nouvelle approche et avec grand plaisir pour venir vous expliquer de vive voix tous ces éléments. Merci beaucoup Eric pour cette présentation du diagnostic flash. Je laisse maintenant la parole à nos auditeurs. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je vais regarder si déjà quelques questions sont arrivées. Oui, j'en ai déjà une qui vient d'arriver, qui est une question sur la partie innovation. Alors, la demande de remboursement anticipé du CIR est-elle ouverte aux entreprises en exercice décalé ? Écoutez, je pense que c'est soit Sabrina, soit François-Xavier qui peut y répondre, l'un de vous deux. Oui, je vais la prendre. Merci François-Xavier. Alors, effectivement, c'est réservé aux entreprises qui ont déjà clôturé leur exercice fiscal, puisque la demande de remboursement doit être fournie avec le formulaire 2572 de solde de l'impôt sur les sociétés. Donc, il n'est pas impossible pour une société qui devrait clôturer au 31 juillet de faire la demande de manière anticipée. Mais voilà, il faut qu'elle soit en mesure d'indiquer quel sera son montant d'impôt sur les sociétés pour justifier du montant du remboursement qui sera demandé. Donc après clôture, oui. Avant clôture, ce sera pas possible.
Merci beaucoup pour ta réponse, François-Xavier. J'ai une deuxième question qui vient d'arriver. Peut-on préfinancer ces travaux grâce à la prime C2E? Ça, c'est une question plutôt orientée énergie et pense que je vais laisser la parole à Thibault. Oui, tout à fait. Alors, c'est une très bonne question. On peut en effet, alors oui, je l'ai pas Alors, je détaillé, vais te mais la relire si tu veux. Peut-on non, préfinancer? je l'ai compris. Je disais, je l'ai pas détaillé dans la présentation. De dire qu'en effet, la prime C2E, classiquement, elle est versée plutôt à la fin des travaux, mais on peut, dans certains cas, faire la demande de préfinancement, donc c'est-à-dire recevoir la prime des C2E avant de lancer ou au moment de lancer les travaux. Donc, ce qui permet vraiment à l'entreprise, eh bien, de ne pas financer cette partie-là. Donc, en effet, c'est possible et c'est intéressant de le faire, tout à fait. Merci beaucoup Thibault. Et la dernière question, puisque je vois une dernière question, comment obtenir des remboursements de l'URSSAF alors que mon entreprise n'a pas payé de cotisation depuis 3 mois? Ça, c'est une question plutôt orientée paye et je vais la poser à Christophe. Oui, donc c'est une très bonne question également qui sous-tend deux questions. La première question, c'est sur quelle période on peut revenir en termes de cotisation URSSAF patronale. Eh bien, on peut revenir, comme je le disais tout à l'heure, 6 derniers mois date à date. Donc, pour reprendre la question, on nous dit je n'ai pas payé de cotisation depuis mars ou depuis le mois d'avril, puis-je obtenir remboursement de cotisation? J'ai envie de dire oui. Et en fait, par rapport à ce que je viens de vous indiquer, comme on peut revenir sur les 36 derniers mois, effectivement, pendant les mois où vous n'avez pas payé de cotisation, c'est-à-dire en mars, avril et mai, vous n'allez pas pouvoir obtenir un remboursement de cotisation que vous n'avez pas versé. Mais effectivement, la demande de remboursement, pour reprendre mon exemple, portera du coup sur la période juillet 2017 à février 2020. Donc, vous voyez, 99% des enjeux. Et ensuite, comment l'URSSAF peut vous rembourser de la somme que vous demandez en remboursement? Eh bien, il y a deux possibilités qui sont prévues. Soit vous demandez un virement directement de l'URSSAF en transmettant votre RIB. Et si vous réclamez, par exemple, 50 000 € de remboursement URSSAF au titre de la période juillet 2017 à février 2020, eh bien, vous recevrez un virement de l'URSSAF de 50 000 €. Ça, c'est le premier procédé. Soit, si vous préférez, comme je disais tout à l'heure, maintenant qu'à partir de juin-juillet, vous allez devoir repayer des cotisations, eh bien, pour que ça soit moins douloureux pour vous et puis toujours générateur de trésorerie pour les mois prochains, eh bien, vous pouvez demander à l'URSSAF de déduire le montant que vous réclamez à titre du remboursement, donc 50 000 € dans mon exemple, de l'exigibilité de vos prochaines cotisations mensuelles. Donc au mois de juin, si vous aviez à payer 200 000 € de cotisation, ben, finalement, vous en payerez 150 000, c'est-à-dire vous déduirez le crédit que vous a accordé l'URSSAF de 50 000 €. Merci beaucoup Christophe pour cette réponse. Bien écoutez, je vois que nous n'avons pas d'autres questions. Je vais donc vous remercier pour votre participation et surtout prenez soin tous de vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je remercie l'ensemble de nos intervenants pour ce webinaire aujourd'hui. Merci. Merci, bonne journée à Merci, tous. bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.